Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire une petite visite guidée de Linux pour les utilisateurs de Windows qui souhaiteraient passer sous Linux pour utiliser un vieux PC qui n'est plus compatible Windows 11 par exemple, ou qui veulent tester Linux. Pour cela, on va choisir comme distribution la Linux Mint, qui ressemble un peu graphiquement à Windows et qui permet de s'adapter rapidement pour ceux qui sont habitués à Windows. On va d'abord télécharger une version de Linux Mint. On va sur le site linuxmint.com. On a trois distributions qui sont proposées avec des environnements de bureau différents. Donc la première, c'est Cinnamon Edition, c'est un environnement de bureau qui ressemble un peu à Windows avec un menu démarrer. Celle-là est assez gourmande en ressources, il faut minimum 2 Go de mémoire, voire 4 pour être à l'aise. Pour ceux qui ont un PC moins puissant ou moins de mémoire vive, il vaut mieux utiliser XFCE Edition. Qui est un environnement de bureau qui prend beaucoup moins de ressources mémoire notamment et qui sera plus rapide sur un PC lent. Il y a également la Mate Edition qui convient aussi. Bien sûr, on peut utiliser Ubuntu ou d'autres distributions. Donc, on commence par télécharger l'image ISO. Pour ça, on clique sur Download et on choisit un site miroir le plus proche de son domicile, par exemple l'université de Reims ici, de façon à ce que le téléchargement soit plus rapide. Donc en fait on clique et puis le téléchargement commence et va durer un certain temps. J'ai déjà téléchargé. Il faut créer une clé USB bootable. Il y a plusieurs logiciels qui permettent ça. Un des plus simples et des plus puissants s'appelle Rufus, que vous pouvez télécharger sur le site, sur notre site ou sur le site de l'éditeur. Vous tapez ici Rufus et vous avez un article ici, créer une clé USB démarrable avec Rufus, avec le lien pour le télécharger sur le site ici. Donc on peut aller sur le site de l'éditeur également, il y a le lien et donc vous téléchargez soit une version portable, soit une version que vous pouvez installer sur votre machine directement. Donc là par exemple la version qu'on installe, et ça c'est la version portable. Je l'ai installé en dur sur l'ordinateur et donc je vais lancer ici le logiciel en mode administrateur. Il faut une clé USB de 8 Go minimum. On voit que la clé USB est détectée. On va sélectionner le fichier ISO. Donc là, je vais choisir Linux Mint ici, ouvrir, et on clique sur démarrer donc pour lancer la création de la clé USB bootable. On choisit écrire en mode image ISO. Le logiciel vous propose de télécharger des compléments qui sont spécifiques à l'image et il vous prévient bien sûr que tout va être effacé sur la clé USB. Et donc on lance le formatage puis la création de la clé USB bootable après la copie des fichiers. La clé est terminée, on clique sur fermer. Il va falloir mettre la clé USB sur cet ordinateur et puis démarrer l'ordinateur en le faisant booter sur la clé USB. Et donc pour cela, il faut accéder au BIOS. Vous avez un article sur notre site, vous tapez BIOS pour le retrouver, ou vous cherchez sur internet ou vous regardez la notice de votre ordinateur. Vous avez l'article ici, accéder au BIOS ou à l'UEFI. Vous mettez la clé USB, vous redémarrez l'ordinateur en maintenant une touche qui va varier selon la marque de votre ordinateur. Par exemple, la touche F9
Pour choisir l'ordre de démarrage sur les ordinateurs HP, vous avez cet article qui explique un peu comment faire. Une fois que l'on a démarré, on se retrouve sur cette fenêtre. On choisit Start Linux. On appuie sur la touche Entrée. On se retrouve avec un Linux Mint qui est chargé mais qui est en mémoire. C'est un live CD. Le logiciel est en anglais. Ici, il n'est pas installé. C'est juste pour le tester ou pour lancer des applications. Voilà, le problème c'est que donc il est en anglais, il faudrait le mettre en français, et puis le clavier est en QWERTY. J'appuie sur la lettre A, j'ai un Q, j'appuie sur la lettre W, j'ai un Z. Un peu compliqué à utiliser directement sans le configurer. Pour l'installer cette fois-ci sur le disque dur, eh bien on clique sur Install Linux Mint. On choisit la langue, français. Continuer. Le clavier français par défaut. Là, on peut tester son clavier. J'appuie sur la lettre A. Le pourcentage. Voilà, pour être sûr que son clavier correspond, sinon on en choisit un autre. Donc là, je fais continuer. Ensuite, le logiciel propose d'installer les codecs multimédia. Sous Linux, il n'y a que des logiciels libres et donc certains codecs ne sont pas libres et donc on demande l'autorisation de les installer. On fait continuer. Donc si on utilise des logiciels pour lire des vidéos, c'est intéressant de les installer. On arrive où installer sur l'ordinateur Linux Mint. Par défaut, il va effacer tout ce qu'il y a sur le disque et puis il va installer Linux Mint en créant éventuellement les partitions dont on a besoin. Si vous faites ça, vous allez effacer tout ce qu'il y a sur votre disque dur. Si vous avez un ordinateur sur lequel il y a par exemple déjà une partition de Windows et que vous voulez avoir à côté une partition de Linux et démarrer soit sur Windows, soit sur Linux, il faut cliquer sur autre chose. Vous pouvez créer des partitions, enfin modifier vos disques. Donc on va essayer autre chose juste pour montrer. On fait continuer. Et donc là, on a l'image du disque. Là, on est sur une machine virtuelle, donc il n'y a qu'un seul disque. Alors sur Linux, les disques n'ont pas de lettres, comme C, D, E, F. Le premier disque s'appelle SDA. S'il y avait un deuxième disque, ça peut être une clé USB, un disque externe ou interne, un lecteur de CD-ROM, il va s'appeler SDB, SDC, etc. Et si on fait plusieurs partitions sur un même disque, eh bien, on va avoir SDA1, SDA2, SDA3 selon les partitions. Donc là, on peut modifier la table de partition. Par exemple, vous voulez avoir une partition spéciale pour Linux, donc il faut en diminuer de une pour pouvoir créer votre partition Linux. Là, vous avez des articles sur notre site qui présentent cette façon de faire ou pas mal de tutoriaux et sur Internet. Donc là, c'était juste pour montrer, on revient à précédent et donc on va carrément l'installer automatiquement sur le disque dur. Et on clique sur Installer. Voilà, il vous prévient qu'il va donc créer sur le disque dur tout effacé et deux partitions. On accepte et on fait continuer. Ensuite, on choisit le fuseau horaire, donc on est à Paris. Voilà, et on va créer un compte. Donc je vais l'appeler réseau HP. On donne un nom à la machine, on va mettre un nom plus court et on met un mot de passe. Voilà. On ne peut pas avoir d'espace, donc ce sont juste les tirets qui sont autorisés. Quand la session s'ouvre, quand on allume l'ordinateur, soit
elle s'ouvre directement sur le compte, et donc elle ne demande pas le mot de passe, ou alors elle demande le mot de passe à l'ouverture de session. On peut également chiffrer ces données, le dossier personnel, comme ça si on se fait voler son PC ou le disque dur, la personne qui n'a pas le mot de passe ne pourra pas le décoder. Ensuite, on fait continuer. Et donc ça commence par la copie des fichiers. Et puis pendant l'installation, il y a un certain nombre de petits diapos qui s'affichent et qui vous montrent différents aspects de Linux Mint. On va voir la copie des fichiers, puis ensuite l'installation des paquets. Ça va durer quelques minutes. On va arrêter la vidéo et la reprendre quand ce sera terminé. L'installation est terminée et donc on peut soit continuer à tester, donc rester sur le live CD, ou soit redémarrer la machine pour accéder à Linux Mint. Donc on fait redémarrer. On retire la clé USB de la machine et on appuie sur. Voilà, on a relancé l'ordinateur et donc, comme on l'avait prévu, il va nous demander le mot de passe pour se connecter. On voit que tout est en français. Dans la fenêtre, on a un menu démarrer, une barre de tâches et des icônes, un peu comme sous Windows. La première fois qu'on ouvre Linux Mint Cinnamon, on se retrouve sur ce petit menu qui peut s'afficher à chaque démarrage. Et donc, ce sont les réglages de base, les couleurs du bureau pour les thèmes. Vous pouvez choisir les couleurs. On va prendre vert par exemple. Vous avez, voilà, un mode mixte. Là, on peut changer les thèmes. Voilà, une fois qu'on a choisi, on ferme. On a ici les instantanés du système, l'équivalent des points de restauration sous Windows. On s'authentifie avec le mot de passe. On choisit le type d'instantané, recommandé R5. Suivant. Donc là, il va estimer le volume du système. Il est conseillé d'enregistrer les fichiers sur un deuxième disque, un disque dur externe ou une autre partition, parce que bien sûr, si votre disque tombe en panne, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc là, c'est utile de le mettre sur une autre partition ou sur un autre disque. Vous pouvez choisir le niveau des instantanés. On va garder par exemple 2 instantanés par mois, 2 instantanés hebdomadaires, quotidiens, je ne le fais pas, horaire. Un point de restauration, ça prend du temps et des ressources. On fait suivant. Et en général, on peut ou ne pas inclure les fichiers cachés ou exclure également les fichiers personnels, images, vidéos, etc. Donc, on peut les inclure ou les exclure. Là, par défaut, ils vont être exclus, sachant que les sauvegardes de données se font par ailleurs. On peut fermer. On a un gestionnaire de pilote. Alors, si vous avez des cartes NVIDIA, des choses comme ça, il va vous proposer éventuellement d'installer un pilote. Bon, là, on est sur la machine virtuelle, il n'y en a pas. Vous avez l'équivalent de Windows Update, le gestionnaire de mise à jour. Donc, il va vous proposer les mises à jour. On va le faire après. Là, ce sont les paramètres du système. Donc là, on retrouve tous les paramètres que vous pouvez régler. Il y en a de nombreux. Choix de la police, des différents effets. On peut choisir également le fond d'écran. Alors, ce fond d'écran, si on clique là, on peut le choisir. Bon, il n'y a pas beaucoup de choix. Ou sinon, comme sous Windows, vous allez sur le bureau, vous faites un clic droit, modifier l'arrière-plan du bureau. Et on va prendre, par exemple, celui-ci. Voilà. Vous avez une prévisualisation quand vous choisissez pour voir un peu ce que ça donne.
Bon, on va prendre confetti par exemple, voilà, et ensuite on quitte. Voilà, donc dans les paramètres du système, on le retrouve dans le menu, on va voir ça tout à l'heure. Enfin, on a une Logitech également, une bibliothèque où vous avez 60 000 applications que vous pouvez installer ou désinstaller. On va voir ça tout à l'heure également. On a le pare-feu, donc il y a un élément de sécurité et on va l'activer, il est désactivé par défaut. On s'authentifie, voilà, et donc on a pareil comme sous Windows, profil domestique, public, etc. Là, on va juste l'activer. Donc pour l'activer, voilà, là il est activé et on quitte. On peut créer des règles par la suite. Je désactive pour pas qu'au prochain redémarrage, elle me la propose et je quitte. On se retrouve sur l'interface. Là, vous avez le gestionnaire de mise à jour. Donc quand vous avez un petit point ici, eh bien, ça veut dire qu'il y a des mises à jour. Donc, on clique 2 fois, il vous met les mises à jour de sécurité, mises à jour logicielles, les instantanées. On le lance pour la première fois et il propose donc une mise à jour. On rentre son mot de passe pour s'authentifier. Alors, contrairement à Windows, vous n'êtes jamais sous un compte directement administrateur sous Linux. Vous avez chaque fois un mot de passe administrateur à rentrer. Alors, la première fois que vous utilisez le gestionnaire de mise à jour, il vous propose de choisir le miroir de dépôt, c'est-à-dire là où vous allez télécharger les mises à jour. Par défaut, ce sont éventuellement des dépôts qui sont éloignés. Voilà, vous voyez là, c'est aux États-Unis. Donc, les sites miroirs, vous cliquez là-dessus et il va vous trouver les plus rapides. Vous voyez, bon, évidemment, sans surprise, ce sont des sites français. Le débit, en fonction des sites et de leur occupation, peut changer, mais en général, vous voyez, l'Université de Reims ou Cyberbyte, voilà, je vais choisir celui-là. C'est-à-dire que lors des mises à jour, et on fait pareil pour le dépôt Ubuntu, voilà, là on est à 8.4, celui-là, on va choisir celui-là, et on fait appliquer. On met à jour le cache. Donc ça, ce sont les premiers réglages qu'on fait. Là, on a la liste des mises à jour qui sont proposées. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça prend un certain temps. Donc, contrairement à Windows, vous choisissez également ceux que vous voulez mettre à jour ou pas, et vous savez exactement ce qui se passe sur votre machine. On va voir maintenant un peu le menu. Donc là, vous avez le menu démarrer. Là, vous avez une base de recherche si vous cherchez un logiciel, par exemple éditeur. Voilà, vous avez l'éditeur de texte qui est l'équivalent du Notepad. Vous avez des dossiers, donc des accessoires, calculatrice, capture d'écran, clavier virtuel. Vous pouvez créer l'équivalent de Rufus, créateur de clés USB. Les disques, pour voir l'état de vos disques. Voilà. On voit donc un CD virtuel qui n'est pas monté, mon disque dur avec la partition 2 où on a tout le système, et là la partition de démarrage. Vous voyez que la première partition c'est SDA1 et là SDA2. Donc là vous avez l'espace libre éventuellement si vous voulez contrôler ce qui vous reste d'espace sur votre disque. On peut régler l'affichage. Là, on va essayer de prendre par exemple 1600-900, appliquer. On peut choisir les applications au démarrage. En bureautique, eh bien, on retrouve installé donc LibreOffice.
par défaut. On peut évidemment le désinstaller ou en changer d'autres. C'est exactement le même que sous Windows. On n'enregistre pas. Graphisme, on a des logiciels de dessin, Internet, par défaut c'est Firefox. Évidemment, on peut en installer d'autres. Son et vidéo, voilà, on va installer VLC tout à l'heure. Administration, donc vous avez tous les dossiers relatifs à l'administration, hein, donc le gestionnaire de mise à jour qui est là, qu'on a vu, qu'on peut lancer là aussi. La Logitech, on va voir ça tout à l'heure. Les sources de logiciels, ceux qu'on a vus tout à l'heure, si on veut les modifier. Là, on a toutes les préférences, le bureau, le clavier, l'accessibilité, la configuration du pare-feu, les emplacements. Donc là, c'est votre emplacement par défaut. Comme sous Windows, hein, vous avez un répertoire dans lequel vont être enregistrés par défaut vos fichiers. Donc comme sous Windows, téléchargement, les vidéos, les images, etc. Et là, vous avez des fichiers récents qui ont été utilisés. Là, pour quitter l'ordinateur, vous allez là, on fait un petit clic ici, on fait éteindre ou on redémarre. On annule. Là, c'est juste pour quitter la session. Et là, c'est pour verrouiller l'ordinateur. Et là, vous avez aussi des raccourcis pour certains programmes. Donc, si on veut installer des logiciels, on va dans Administration et on clique sur Logitech. La Logitech s'ouvre. Ça ressemble au Play Store ou au Microsoft Store. Et donc là, vous avez tous les logiciels classés par rubrique. Les accessoires, on revient en arrière. Les jeux, le graphisme, les outils système, le multimédia. Si je veux installer VLC, je l'ai ici, ou je tape ici VLC. Hein. Alors, le mieux c'est de revenir. Voilà, je tape VLC. Voilà, je fais Entrée. Et vous avez les plugins, je clique. J'ai une notice explicative, souvent c'est en anglais, des fois c'est en français. Et donc il vous dit que c'est un paquet système, parce que vous pouvez avoir également d'autres paquets. With Flatpak, on fait installer. Il vous met la liste des paquets supplémentaires qui vont être installés avec VLC. On s'authentifie. Et l'installation commence. L'installation est terminée et donc on peut éventuellement la désinstaller ici ou la lancer en cliquant sur le panneau. On va la lancer. Et vous avez exactement le même lecteur que sous Windows. On devrait maintenant le retrouver dans le menu. Voilà, lecteur multimédia VLC qui est là et qu'on peut relancer à travers le menu. Là, vous avez une petite coche qui vous dit que le logiciel est installé. Hein. Quand vous n'avez pas de coche, eh bien, ça veut dire que c'est pas installé. Si je veux installer un logiciel qui me plaît bien, Midnight Calendar, MC, et je l'installe en tant que paquet système. Si vous souhaitez donc ensuite désinstaller un logiciel que vous avez installé, eh bien vous le recherchez. Là vous avez un petit menu qui vous facilite. Voilà, vous affichez uniquement les applications qui ont été installées et donc vous les retrouvez plus facilement pour éventuellement les désinstaller en cliquant sur supprimer ici. Vous avez par défaut donc le terminal, on ne va pas le voir ici. Et vous avez un gestionnaire de fichiers qui ressemble à celui de Windows. Vous avez vos dossiers personnels ici. Donc on a le bureau, documents, les images, le public, etc. Vous pouvez changer la couleur de votre dossier, par exemple. Je veux qu'ils soient en rouge et vous pouvez également
dans Propriétés, mettre des petits emblèmes. Par exemple, vous avez un dossier important, vous cliquez là et vous avez votre point d'exclamation. Là, vous accédez à la corbeille et au système de fichiers et au réseau. Donc là, on n'a personne sur le réseau. Donc, système de fichiers, ce sont les fichiers de votre système. Et répertoire, donc sous Linux, vous avez la racine qui est un slash, symbolisé par un slash, et différents répertoires où sont stockés les éléments donc de Linux. Donc vous avez dans l'article la description de ces répertoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos données, elles, sont dans un répertoire home. Par défaut, le répertoire home, c'est les répertoires personnels. Donc vous cliquez dessus, vous retrouvez donc chaque utilisateur a son répertoire et donc on retrouve ici bureau, image, modèle, etc. Alors, dans Linux, ces répertoires, éventuellement, peuvent être montés sur des disques différents, contrairement à Windows. Sur les environnements professionnels, chaque répertoire peut être éventuellement sur un disque ou une partition différente. Donc là, on a une barre de tâches, voilà, qu'on appelle un panneau, et on peut rajouter des applets. Donc si par exemple je veux avoir VLC, donc je tape VLC ici, pour le retrouver rapidement, je fais un clic droit et je l'ajoute au panneau ou au bureau. Si j'ajoute au panneau, il va être là, et donc là, je peux le lancer directement en cliquant. Je peux également donc le retirer, éventuellement, le désépingler. Le Midnight Commander que j'ai installé tout à l'heure, MC par exemple, hop. Si je veux l'installer, je peux l'ajouter au bureau, voilà, ou je peux également le mettre aux favoris. Donc on va voir par exemple disque. Disque ici, qu'on avait vu tout à l'heure, je peux le mettre dans les favoris. À ce moment-là, j'ajoute aux favoris, voilà. Et je peux donc également rajouter des applets, donc des petites icônes qui vont permettre, comme le calendrier, des choses comme ça, de rajouter des petits widgets qu'on appelle ici applets. On voit que l'installation et l'utilisation de Linux est très facile. Si vous faites des recherches sur Internet ou de la bureautique, vous avez tout. Donc là, par défaut, vous avez Firefox. C'est exactement comme sous Windows. On a quand même des outils assez intéressants qui sont installés par défaut. Et un outil intéressant, c'est l'outil de sauvegarde. Outil de sauvegarde. On va le mettre au panneau, ici, et il est là. Cet outil de sauvegarde, il est très simple d'emploi. Il va vous permettre de sauvegarder vos données personnelles et les logiciels qui sont installés. Si je veux sauvegarder mes données personnelles, je sélectionne où ma sauvegarde va être faite. Par défaut, c'est, je crois, dans un répertoire sauvegarde ou dans le répertoire document. Vous pouvez éventuellement changer, bien sûr, choisir un disque externe, c'est d'ailleurs conseillé. Donc là, je suis sur une machine virtuelle, mais vous branchez une clé USB ou un disque, vous sauvegardez là-dessus. Donc là,
par défaut, on va prendre sauvegarde, vous faites suivant. Voilà, vous pouvez exclure des fichiers ou exclure des dossiers. Donc par défaut, les sauvegardes, on va les exclure. On fait suivant et on peut inclure également des fichiers particuliers qui seraient ailleurs que dans les dossiers qui sont présélectionnés. On fait appliquer, vous faites autant de sauvegardes que vous voulez. Si vous voulez restaurer un jour vos sauvegardes, vous rebranchez votre disque, voilà, vous faites restaurer, et donc il vous propose de restaurer que les fichiers manquants ou écraser tous les fichiers qui existent. Donc là, vous voyez, je viens de faire cette sauvegarde ici, vous voyez, c'est dans Document sauvegarde par défaut, je sélectionne, je fais ouvrir, et je fais suivant. Et les fichiers sont restaurés. On fait également de même avec les logiciels. Donc vous sauvegardez, alors il sauvegarde la liste des logiciels que vous avez installés. Voilà, je fais sauvegarde, vous voyez, j'ai installé Midnight et VLC. Donc je sélectionne tout par défaut, je fais suivant et la liste des logiciels a été sauvegardé toujours dans mon répertoire. Donc par défaut document, voilà, je retrouve sauvegarde. Donc là j'ai les fichiers de données et là j'ai la liste des paquets. Alors vous sauvegardez ça sur un disque dur, vous faites des sauvegardes régulières et si un jour vous devez réinstaller Linux, vous rebranchez votre disque dur et avec le même logiciel, vous faites restaurer. Vous faites restaurer en sélectionnant votre logiciel, votre répertoire de sauvegarde ici, et pareil pour la sélection des logiciels. Vous faites restaurer, vous choisissez la liste des packages et donc là il va vous proposer la réinstallation de ces logiciels, ce qui peut faire gagner du temps si vous devez réinstaller Linux Mint ou installer la même version sur un autre ordinateur, vous pouvez utiliser ces listes. C'est un outil très simple et très pratique. Voilà rapidement le tour de Linux Mint. Alors la grande puissance, c'est le paramétrage et puis toutes les possibilités d'ajustement de l'interface, notamment dans les thèmes, etc. Vous avez de nombreux thèmes, des fonds d'écran, rajouter les souris, etc. Les thèmes sont là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, là vous avez de nombreux thèmes, des paramètres avancés. Vous pouvez ajouter, supprimer, etc. Là, il télécharge toutes les images. Bon, vous voyez, vous avez des thèmes que vous pouvez rajouter, télécharger, modifier. Beaucoup de possibilités entre le choix des icônes. Voilà. Le type d'icône, le bureau, les applications, etc. Vous avez énormément de choix et vous avez également des effets sur les fenêtres. Quand vous fermez les fenêtres, elles peuvent brûler ou des effets spéciaux. Voilà. Et il y a la possibilité, vous verrez dans l'article qui est joint à la vidéo, également d'installer un logiciel comme Wine ou d'autres logiciels comme Winboat qui permettent de faire tourner des applications natives de Windows. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.